pages à un rythme effréné. Après avoir lu 1500 livres, je te dévoile mon top 10 des livres de tous les temps. Donc, si tu ne le sais pas, et comme ça permet de se vanter un peu plus, j'ai pu lire 1500 livres au cours des 3 dernières années. Mais parmi ces 1500 livres, il y en a qui sont à jeter aux chiottes, et puis il y en a d'autres qui sont éternels et à lire 10 fois pour en apprendre à chaque fois. Mais quels sont ces livres? Eh bien, je te propose de le faire dans l'ordre du suspense. 10, 9, 8, 7, 6, t'as compris le délire. Pour cette 10e place, je l'accorde à 2 livres en même temps. Parce que je ne voulais pas que tu passes à côté de ces pépites. Ces livres sont Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline et Des fleurs pour Algernon de Keyes. Bon, on va commencer par Voyage au bout de la nuit. Pourquoi il est exceptionnel? Ce livre a contredit toute la littérature par son style parlé. Et comment arrive à faire Céline pour faire ça? Bah c'est simple, il écrit et ensuite il le récite à sa femme à côté de sa table de travail. Si sa femme réagit plus ou moins bien, eh bien il corrige. Et lui, comment il fonctionne, c'est qu'à chaque fois qu'il écrit, il veut que ça paraisse fluide à dire. Parce que, tu le sais plus ou moins, chaque lecteur lit un peu dans sa tête, soit par la voix, soit de façon inconsciente. Plus la lecture va paraître fluide et plus les connaissances vont rentrer d'autant plus facilement. Une écriture fluide, ça se ressent et ça permet de mieux retenir. Un exemple, Blaise Pascal est l'auteur de cette fameuse phrase « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Ça, c'est la phrase bien dite, la phrase fluide, celle que tout le monde a retenue. Parce que à la base, la phrase c'était « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Tu te doutes bien que la première phrase était mieux formulée. Eh bien, c'est comme ça que réfléchit Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline, c'est aussi l'écriture du roman noir, du roman rationnel, du roman pessimiste. C'est dans ce livre, il me semble, qu'il parle que les villes aux États-Unis sont debout, alors qu'en France, elles sont couchées. Qu'est-ce qui le singularise aussi? C'est que Louis-Ferdinand Céline était obsédé par développer un concept qui puisse le faire reconnaître à chaque fois qu'on le lise. Ce concept, c'est de foutre des points de suspension tout le temps, partout, dès qu'il le peut. Parce que les points de suspension, pour lui, intègrent cette atmosphère de conversation avec quelqu'un. Ce naturel parler, filé en écrit. Donc Louis-Ferdinand Céline développe ce style incroyable qui casse la baraque, si on peut dire, à l'époque. Cette liberté d'écriture et une pensée fulgurante. Un exemple, et je le ferai pour chaque livre, je te donne quelques citations pour te donner un ressenti du livre, comme avec les villes des États-Unis et de France. Dans ce livre, il va écrire « L'amour, c'est l'infini à portée des caniches ». Exceptionnel. Maintenant, pour ce qui est de Keyes, Des fleurs pour Algernon. Qu'est-ce qui fait que ce roman est aussi singulier? Eh bien, c'est incroyable, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est déficient mental, intellectuel, et qui, en fait, dans les premières pages, n'arrive pas à écrire, fait des fautes partout, se trompe de mots. Et puis, au cours de cette histoire, celui qui est le narrateur, celui qui récite un peu ses péripéties au cours de la journée, va subir une intervention pour le faire devenir plus intelligent, pour lui faire avoir un quotient intellectuel plus élevé. Mais bon, ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Et au fur et à mesure de l'écriture, eh bien, l'orthographe s'améliore. Les phrases sont mieux dites, mieux faites. Le récit a plus de sens. L'écriture suit le roman. Et puis, le malheur arrive. Ce qui devait être arrêté à son apogée est en fait continué à sa décadence. Auparavant, on va dire que le personnage était bête, mais sentimental. Plus il devient intelligent, puis il devient rationnel, cartésien, logique et sans émotion. Ça ne va pas trop avec celle qui le soignait, qu'il aimait beaucoup quand il était pleu-pleu, on va dire, et qui s'est un peu détaché de lui au fur et à mesure de l'expérience. Mais voilà, le sommet a préparé la chute. Le personnage subit un effet secondaire inarrêtable, et l'écriture se dégrade avec. C'est là que tu découvriras l'histoire, mais c'est tout à fait singulier dans ce roman
d'avoir fait suivre l'écriture avec le cours du roman. C'est exceptionnel. 2 livres sur lesquels tu peux t'intéresser. Ce que je voulais faire aussi, c'est qu'à chaque fois que je te présente un livre, je te dis à peu près le niveau qu'il faut pour ne pas t'écœurer. C'est pas pour de la pédanterie, pour dire ce livre n'est pas à telle personne, ce livre convient à des plus intelligents, si on peut dire. C'est juste pour ne pas t'écœurer. Alors j'ai décomposé les niveaux de lecteur en 3. On va dire qu'il y a le premier niveau, ce sera les novices. Le deuxième, les amateurs. Et troisième, les confirmés. Écoute, pour Louis-Ferdinand Céline, je vais dire que ça s'adresse à un public confirmé. Donc ce n'est pas forcément le livre que tu dois lire en premier. Par contre, Des fleurs pour Algernon est tout à fait à ta portée si tu veux commencer. C'est très agréable et je pense que tu vas vivre une expérience assez hors du commun. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, on passe aux citations de ce livre. Keyes écrit « Le langage est parfois un obstacle au lieu d'un moyen de communication. Je sais maintenant qu'il y a un détail que vous avez négligé. L'intelligence et l'instruction, qui ne sont pas tempérées par une chaleur humaine, ne valent pas cher. » Le 9e livre, on en a parlé en long et en travers, de part et d'autre, de tous les côtés c'est venu. C'est La Vague de Strasser. La Vague, si j'en parle aussi souvent, c'est parce que je considère que c'est abordable à tout type de lecteur. À un niveau de lecteur novice, et que je pense que ça peut te faire aimer la lecture. Parce que pour aimer la lecture, on ne commence pas par les livres pompeux, les livres dits classiques. Non, à chaque fois, un art, peu importe lequel, se prend avec ses artistes contemporains, puis on creuse pour savoir de qui s'est inspiré l'auteur qu'on aime bien. Puis on trouve que ces auteurs dont il s'est inspiré et qu'on les aime bien se sont inspirés de d'autres auteurs. Et on fait ça au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on développe une certaine passion pour les plus anciens. Mais on ne commence pas direct 300 ans en arrière. On commence avec les gens de son époque. Dans ce livre, comme on en a parlé sur les autres vidéos, voilà, c'est de la manipulation, c'est quelle place à l'identité chez l'homme, c'est l'effet de la communauté et les influences qu'elle lui porte. Maintenant, les citations dans ce livre. Chérie, n'oublie pas que ce qui est à la mode n'est pas forcément bien. Et oui, ne meurs pas avec ton époque, cultive la sagesse de l'éternité. Je me rends compte que j'ai commis une erreur. Un cours d'histoire n'est pas un laboratoire. Cette phrase révèle bien ce qu'on t'a peut-être enseigné à l'école, par exemple sur la Corée du Nord, qui fait que on peut manipuler sa population en lui faisant ingérer une vision de l'histoire particulière. Mais je dis la Corée du Nord comme je pourrais dire n'importe quel pays en fait. Parce que n'importe quel pays veut voir l'histoire selon son point de vue et ses intérêts. C'est simplement ça. Et que jouer avec l'histoire en tant que professeur est parfois un rude combat. Tu ne comprends donc pas la vraie nature de la vague. Elle fait oublier à chacun qui il est vraiment. L'individu veut s'oublier dans la foule. Et dans cet esprit, Gustave Le Bon en avait parlé beaucoup de cet effet de foule dans son livre La psychologie des foules. Mais maintenant, le 8e livre. Le 8e livre, c'est un peu pareil. Je t'en ai parlé très souvent. Car c'est un livre exceptionnel, écrit comme si c'était un pote qui l'avait rédigé durant des jours sur un journal intime. Ce livre, c'est L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, un auteur qui connaît la moquerie de ses professeurs qui lui disent qu'il sera toujours nul. Et en fait, c'est pour ça que le livre est aussi singulier, parce qu'il révèle une enfance crue avec des mots tout à fait abordables. C'est un niveau de lecteur pour moi, il te suffit d'avoir celui de novice pour y prendre tout le plaisir qu'il faut. Les premières pages sont incroyables. Je vais m'en passer, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais je vais te dire quelques citations pour te donner envie de le lire. Les filles, c'est comme ça, même si elles sont plutôt moches, même si elles sont plutôt connes, chaque fois qu'elles font quelque chose de chouette, on tombe à moitié amoureux d'elles. Cette simplicité enfantine est absolument incroyable, mais ça c'est tout au long du récit. Et tu verras que même dès les premières pages, on a un auteur qui va faire des digressions, par exemple en disant
J'écris ce livre en espérant que mes parents ne tombent pas dessus parce qu'ils aimeraient pas trop qu'on parle d'eux. Il dit un truc comme ça, tu vois. Et ça, c'est incroyable parce que, bien évidemment, ça n'a rien à faire dans l'histoire, mais ça rend une authenticité tellement profonde qu'on se reconnaît dedans. Il y a des choses qui devraient rester comme elles sont. Faudrait pouvoir les planquer dans une de ces grandes vitrines et plus y toucher. Je sais que c'est impossible, mais bon, c'est bien dommage. Tu vois, on a l'impression que c'est un gamin qui philosophe, qui dit des idées puis après se rétracte. Et puis l'heure est venue de passer au 7e. Le 7e livre que j'ai préféré au cours de mes lectures, il est de Zola, et comment il n'aurait pas pu avoir sa place, et c'est Germinal. Germinal, c'est une véritable photographie de la misère à son époque, et Zola a cette capacité à décrire l'horreur. Et même pour te dire, c'était dans Thérèse Raquin que j'ai lu la scène la plus horrible. C'est-à-dire que rien que me l'imaginer, j'étais à 2 doigts de gerber. Il décrivait un visage en décomposition dans de l'eau. Et qu'est-ce qu'il dit? Que le visage se creusait, que d'un coup la joue se trouait, et que le visage éclata de rire. Voilà comment il finit sa description. Et ça, c'est incroyable, ce contraste. Et il fait pareil dans Germinal. Exemple, quand on n'est pas les plus forts, on doit être les plus sages. Souffle la chandelle, je n'ai pas besoin de voir la couleur de mes idées. Et voilà un de mes passages préférés, que ce soit film ou livre. C'est incroyablement dit. Et il était surtout depuis le matin exaspéré par la lecture d'un fait divers qui courait les journaux. Sa voix changea, ses yeux s'éclaircirent, se fixèrent sur Étienne, et il s'adressa directement à lui. « Comprends-tu ça, toi ? Ces ouvriers chapeliers de Marseille qui ont gagné le gros lot de 100 000 francs et qui tout de suite ont acheté de la rente en déclarant qu'ils allaient vivre sans rien faire. Oui, c'est votre idée à vous tous, les ouvriers français. Déterrer un trésor pour le manger tout seul ensuite, dans un coin d'égoïsme et de fainéantise. Vous avez beau crier contre les riches, le courage vous manque de rendre aux pauvres l'argent que la fortune vous envoie. Jamais vous ne serez digne du bonheur tant que vous aurez quelque chose à vous, et que votre haine des bourgeois viendra uniquement de votre besoin d'enrager d'être des bourgeois à leur place. » Rasseneur éclata de rire. L'idée que les 2 ouvriers de Marseille auraient dû renoncer au gros lot lui semblait stupide. Mais Souvarine blêmissait. Son visage décomposé devenait effrayant. Dans une de ces colères religieuses qui exterminent les peuples, il cria « Vous serez tous fauchés, culbutés, jetés à la pourriture. Il naîtra, celui qui anéantira votre race de poltrons et de jouisseurs. Et tenez, vous voyez mes mains? Si mes mains le pouvaient, elles prendraient la terre comme ça. Elles la secoueraient jusqu'à la casser en miettes, pour que vous restiez tous sous les décombres. » Allez, l'exceptionnel, l'incommensurable, l'encyclopédie sur pattes, The Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris, roman exceptionnel qui a totalement rendu sa légende un monument historique. Donc Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, t'en as déjà, j'imagine, un avant-goût avec le dessin animé de Disney. Mais c'est comme pour un prochain livre qu'on va voir, il y a plus d'horreur, plus de nuances, et c'est ça qui est incroyable. Tu connais déjà l'œuvre et l'auteur, on passe tout de suite aux citations. Métaphore de la tristesse, totalement singulière, inédite et jamais vue. Le cœur humain ne peut contenir qu'une certaine quantité de désespoir. Quand l'éponge est imbibée, la mer peut passer dessus sans y faire rentrer une larme de plus. Et là, une citation pour tous les véganes, végétariens, etc. Phrase absolument exceptionnelle que un tas d'interlocuteurs mettraient des minutes à prouver. Hugo l'a fait en une phrase. Entre le boucher et le bourreau, l'un des deux a éclairci l'uniforme. Je vais pas te prendre pour un con en essayant de te l'expliquer, t'as compris. Il se trouve partout des gens qui ont tout vu. Voilà, c'est incroyable. Ça fait un peu plaisir de parler de choses qui sont stylées et pas toujours parler sur de la merde. Le 5e, on va rester sur le même auteur, et ce sera la dernière fois qu'il apparaîtra dans ce classement.
Parce que si pour moi il est l'auteur le plus complet que l'histoire ait faite, sa complétude ne l'a pas amené au sommet. Il y en a 4 devant lui, et aussi ça peut être par l'histoire de chacun, voilà, on découvre des auteurs selon des périodes de sa vie qui nous marquent plus. Victor Hugo est incroyable, d'ailleurs tout le bordel que t'as vu au début de vidéo, c'est que des livres de lui. J'en ai commandé 8, totalement pour m'imprégner de l'imagination de ce génie. Donc Victor Hugo, Les Misérables, si on a fait une œuvre plus complète dans toute l'histoire, c'est tout simplement impossible. Les Misérables, c'est une fresque qui peut contenir toutes les personnes de ce monde et qui habiteront sur Terre. C'est une œuvre exceptionnelle, la plus complète des 1500 livres que j'ai lus. Mais pour récapituler, Germinal, j'ai considéré que c'était un niveau de lecteur confirmé, ça va, je te fais pas... Ça va, je te surprends pas en te disant ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas par ça que tu commences en lisant. Ensuite, Notre-Dame de Paris, pareil. Pour les confirmer en lecture. Les Misérables, pareil, je te dirais que c'est pour les confirmer en lecture. C'est-à-dire, ne lis pas ça en premier, pas parce que t'es pas intelligent, mais parce que ça peut te dégoûter au départ. Néanmoins, je vais te dire des phrases qui méritent d'être notées dans Les Misérables. Ne pas être écouté, ce n'est pas une raison pour se taire. Je t'explique pas les phrases volontairement parce que je te prends pas pour un con. Je sais bien que si t'es là, c'est que tu t'es posé des questions. Il y a des gens qui observent les règles de l'honneur comme on observe les étoiles. De très loin. Ce style est fou. C'est phénoménal d'écrire ça. 100 ans, c'est la jeunesse d'une église et la vieillesse d'une maison. Bon voilà, Hugo, c'est un peu aussi le spécialiste de la figure de style que j'aime pas trop, le chiasme qu'on ressort à toutes les sauces. Tu vois, un chiasme, c'est quoi? Ça reprend une phrase et ça inverse le sens ou ça prend les opposés. Je te donne un exemple. T'es belle de loin, mais loin d'être belle. Ainsi s'explique la guerre, faite par l'humanité, contre l'humanité, malgré l'humanité. Et voilà, Victor Hugo, pourquoi c'est la maîtrise? Parce que c'est l'oriflamme de la simplicité. Il est absolument incroyable. Top 4 de notre top 10, c'est Martin Eden, celui qui a été repris par Nekfeu dans une chanson, ce fameux Jack London qui au final rédige sa biographie. Si tu me suis un peu, j'ai toujours dit que je détestais les biographies, parce que je trouve que c'est de la branlette de long en large, tandis que si tu le romances, si tu le mixes à d'autres histoires, là ça devient plus intéressant et on n'est pas que sur du nombrilisme. Jack London nous conte au final toute son histoire avec la littérature, le fait d'être... qu'il ne figurait pas parmi les nobles et qu'il s'est mis à la littérature, qu'il a appris, qu'il a subi déconvenus sur déconvenus, et qu'il connaît succès, et après succès, il aura la vision de dire « Vous m'accordez de l'importance, mais j'étais le même qu'avant, et je ne suis pas différent aujourd'hui. » Je pense Martin Eden peut s'adresser à tout le monde. C'est une telle épopée intérieure que tu te reconnaîtras en lui. Je donne un niveau confirmé à ce livre, parce que c'est pas une histoire du style il y a un méchant qui se pointe, l'autre il arrive, il le découpe et ça finit bien. C'est un truc, je pense, que tu vis pendant ton adolescence, pendant tes études supérieures, et une fois que tu as vécu ça, tu peux te reconnaître dans ce qu'il dit. C'est une histoire tellement authentique que tu te reconnaîtras de toi-même et tu verras les phrases avec la valeur à chaque fois que tu leur donnes. Il y a des passages où tu vas plus te reconnaître, mais pour moi, son histoire parle à tout le monde. Le top 3, c'est Cro-Blanc, encore de Jack London. Cro-Blanc, c'est exactement ce que m'a prouvé la puissance de la littérature. C'est-à-dire Cro-Blanc, c'est simplifié par les blockbusters ou le fait de devoir parler à un enfant et de lisser tout. Et bien au final, si tu n'es pas partisan du politiquement correct, bien pensant, et ben tu verras que Cro-Blanc, c'est pas ce petit chien qui va sauver tout le monde. Non, c'est un truc plus noir, un truc plus sale. Et c'est là que tu vas voir que la littérature a une puissance et qu'on peut dire des choses qu'on serait interdites à l'écran. Et ça, c'est phénoménal. Parce que ceux qui font la télé n'ont ni le temps, ni la sagacité pour lire les influences qu'auraient ces livres comme ça et qui montreraient un autre aspect de la vie bien plus fort. Dans ce livre, Jack London, pour moi, il fait une performance, c'est d'arriver à parler d'un loup sans le faire parler une fois dans le livre.
Et par ses émotions, par comment il décrit les scènes, on voit comment Cro-Blanc pense. Et pour moi, ça, c'est une performance exceptionnelle. Donc, un roman noir vu de l'animal sur l'homme. Maintenant, quelques citations. Tout n'est pas liberté en ce monde, la vie est pleine de limites et de servitude. Aussi, ce qui est incroyable chez Cro-Blanc, c'est que le pire ressenti qu'il a par rapport à eux, ce n'est pas la peur, la joie, la tristesse. Ce qu'il aborde en particulier chez l'homme, c'est quand il se moque. C'est la moquerie qu'il déteste. C'est une nuance encore qui montre que le loup réfléchit et que on suppute toute la distance entre l'animal et l'homme, même si ça n'a pas de différence puisque l'homme est un animal. Mais chacune de ses mésaventures continuait son éducation. À chaque pas, il s'ajustait mieux au monde ambiant. Il le dit en début de phrase, chacune de ses mésaventures continuait son éducation. Si tu veux savoir que tu es plus ou moins éloigné de la bonne conduite, tu dois marcher. Celui qui reste statique et en spectateur pensera, imaginera qu'il est dessus, il ne saura jamais, il ne vérifiera jamais. L'inconnu est un des principaux éléments de la peur. Ne te contente pas de voir de loin. Ce que je dis pour Cro-Blanc, niveau d'un lecteur novice, ça te plaira dans tous les cas. Top 2. Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray. Un livre absolument exceptionnel qui m'a fait retourner ma roue des valeurs avec presque le même impact que Death Note. J'ai trouvé clairement un écho dans cette œuvre, car Oscar Wilde signe non seulement un livre magistral, mais une histoire qui montre bien la dualité apparence et philosophie interne, si on pourrait dire. Aussi, Oscar Wilde a cet humour English un peu noir et graveleux, qui rend exquis toute la superficialité tout au long du livre. C'est un éloge au superficiel de bout en bout. Et c'est incroyable de s'arrêter sur des conneries. C'est absolument exceptionnel. Il y a toujours quelque chose de ridicule dans les émotions de ceux que nous avons cessé d'aimer. La chose la plus banale devient délicieuse dès l'instant qu'on la dissimule. Je suis capable de croire n'importe quoi pourvu que ce soit complètement incroyable. Voilà, des contradictions, des oxymores, des trucs qu'on voit pas venir, des digressions sur des choses totalement superficielles, mais en même temps, personne n'a osé le faire aussi bien que lui. Oscar Wilde, donc, c'est, pour moi, le deuxième meilleur livre que j'ai lu parmi les 1500. Et encore aujourd'hui, c'est la 3e ou 4e fois que je le lis. Et l'œuvre est absolument incroyable parce que, pour ma part, je suis totalement adepte des aphorismes. Et quand, par exemple, on trouve des dialogues du style « Une femme qui demande à celui qui pervertit Dorian Gray comment faire pour devenir plus jeune », celui-ci lui répond « Recommencez vos erreurs, madame ». C'est là qu'on retrouve toute notre jeunesse. Et tu vois, il dit ça un peu pour la pervertir, pour... Tu m'as compris. Mais il est temps de passer au top 1. On a assez attendu. Top 1. Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra, c'est un conte philosophique. Un conte philosophique, c'est quelque chose qui n'a pas forcément d'histoire, mais qui a plusieurs leçons, un peu comme les aphorismes avant avec Oscar Wilde. Différentes étapes. Un conte philosophique, pour te donner des échos, c'est quoi? C'est Zadig ou La Destinée. C'est Le Petit Prince. C'est L'Alchimiste. C'est aussi Le Portrait de Dorian Gray. On peut foutre Candide aussi. Bref, c'est aussi tout ce que j'aime dans l'histoire, c'est-à-dire... Je pense qu'on a fait tout le tour des histoires. On a des policiers, ils tuent des gens, il y a des meurtriers, on cherche des tueurs en série. On peut la retourner en tous les sens, l'histoire, mais un livre qui te fait retenir des leçons pour la vie, une histoire qui te fait retenir des leçons pour la vie et te fait cultiver des valeurs et des principes, ça c'est absolument exceptionnel. Ainsi parlait Zarathustra, c'est tout simplement une libération de le lire. Parce que tu vas voir, il va te déculpabiliser de plein de choses dont tu n'avais même pas conscience, si tu oses le lire. Mais maintenant, quelques citations. L'homme a besoin de ce qu'il y a de pire en lui s'il veut parvenir à ce qu'il y a de meilleur.
L'un va auprès de son prochain parce qu'il se cherche lui-même, et un autre parce qu'il aimerait se perdre. Tout est histoire de volonté et d'intention. Médecin, guéris-toi toi-même, tu guériras ton malade par surcroît. Ta meilleure cure sera de lui montrer un homme qui s'est guéri lui-même. Plutôt que de donner des leçons, montre l'exemple. Voilà la philosophie de Nietzsche. Quand la paix règne, l'homme belliqueux se fait la guerre à lui-même. Et encore, est-ce qu'on peut forcément préciser l'homme belliqueux? Est-ce que l'homme, par essence, n'est pas voué à toujours se chercher une querelle qui puisse le faire se confronter et, par surcroît, s'améliorer? Une question sans fin. Je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo, mais j'espère avoir fait transpirer une certaine passion pour chacun de ces livres. Parmi les 1500 que j'ai lus, je t'ai présenté les 10, non seulement que j'ai trouvé notables, mais qui pour moi étaient exceptionnels et le seront, je l'espère, pour toi aussi. Maintenant, en bonus, je voulais te présenter un dernier livre qui pourrait figurer dans les meilleurs livres que j'ai lus, sans prétention. Ce livre, c'est celui que j'ai pu publier, L'œil de la forêt, mon premier roman. C'est celui que j'ai pu publier après toutes ces lectures. C'est celui certainement qui m'a fait le plus grandir, parce qu'on grandit beaucoup plus d'un truc concret que d'un truc qu'on voit. Et parce que, honnêtement, je me retrouvais encore à le lire hier, enfin je me suis remis à le lire hier. Et en fait, je souhaite à tout le monde d'avoir cette satisfaction une fois qu'il crée quelque chose. Parce que ça m'a pris tellement de temps et d'efforts que j'ai voulu faire un truc très propre dès le départ, qu'aujourd'hui, je trouve ça a rempli sa mission. Et je pense avoir écrit un livre qui se place dans le top 20 des livres que j'ai lus. Je ne sais pas si c'est par affect, mais honnêtement, on en parlera dans une prochaine vidéo.